Coucou, j'espère que vous aviez hâte de retrouver la Nagier et plus particulièrement le digestif pour une partie 2. Eh ben, on y va. On va commencer cette partie 2 avec le bloc duodéno-pancréatique. Donc on va voir que notre pancréas, il a 4 parties. Une tête, un isthme, un corps et une queue. Moyen mémotechnique, moi je me disais TIC, TICQ. J'apprenais du coup comme ça l'ordre, le sens. Il faut bien retenir le sens. Ensuite, on va voir qu'il y a des petits prolongements. Il y a un prolongement de la tête qui se nomme le petit pancréas de Winslow, ou crochet pancréatique, ou processus incinatus. Il faut retenir tous ces noms. On a un autre prolongement qui s'appelle le tubercule omental, qui se situe bien en arrière de D1. On va voir que le bloc duodéno-pancréatique, c'est la réunion, c'est un carrefour plutôt, de 3 flux. On a notre flux digestif qu'on a déjà un peu détaillé dans le duodénum. On a un flux biliaire qui provient du foie. Et on a un flux pancréatique, c'est le suc pancréatique qui va venir se déverser ici et ici. Alors, on va détailler d'abord les canaux pancréatiques. On a le conduit principal le conduit principal pancréatique ou conduit de Wirsung qui va s'aboucher au niveau de D2 de la papille, au niveau de la papille majeure. Notre conduit principal de Wirsung, à un moment donné, il va donner un autre conduit qui s'appelle le conduit pancréatique accessoire ou conduit pancréatique accessoire de Santorini, qui va s'aboucher pareil au niveau de D2, mais au niveau de la papille mineure. La sécrétion de suc pancréatique, c'est la fonction exocrine du pancréas. On en produit environ 400 cm3 par jour. Tandis que la sécrétion d'hormones qui régulent la glycémie, à savoir l'insuline, ça c'est la fonction endocrine du pancréas. Ensuite, on va voir le flux biliaire, les conduits biliaires. On va voir que d'abord on a le conduit biliaire droit, le conduit biliaire gauche. Ces deux conduits vont se réunir pour former le confluent biliaire supérieur, ici. Ensuite, on a notre vésicule biliaire qui est une sorte de sac qui va contenir de la bile, elle aussi. Et elle va se poursuivre par le conduit cystique. La réunion du conduit cystique et du confluent biliaire supérieur va former le canal cholédoque. Bien retenir que ce canal cholédoque, il passe en arrière du duodénum D1 et de la tête du pancréas. Ensuite, la réunion du canal cholédoque et du canal de Wirsung, ça va former l'ampoule pancréatico-biliaire de Water. Et cette réunion, finalement, ça forme un canal commun en fait. Et ce canal, il va être engainé par le sphincter lisse d'Oddi. Ce sphincter lisse, il a pour fonction de réguler le flux pancréatico-biliaire. Faut noter un petit truc aussi, c'est qu'en fait, la bile et le suc pancréatique, ils vont s'auto-activer ensemble. On a des grains de zymogène qui sont contenus dans le suc pancréatique et qui vont s'activer au contact de la bile. Ça va permettre de réaliser ce qu'on appelle la deuxième digestion chimique, la première étant celle de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. Et donc là, on digère une seconde fois grâce à l'activation de la bile et du suc pancréatique. Maintenant, on va parler de notre côlon. Donc, on a notre intestin grêle ici qui finit par l'iléon. La dernière anse de l'iléon, elle est dans la cavité pelvienne et elle va remonter pour s'aboucher à la face médiale, en dedans, du coup, la face médiale du côlon. On va avoir ici ce qu'on appelle la jonction iléocécale. Comme au niveau du pylore, on a une jonction entre l'estomac et le duodénum, là on a pareil, sous forme de sphincter, la valvule de Bowen. On va avoir aussi une régulation du flux entre l'iléon et le côlon. On a aussi ce qu'on appelle le cécum ici,
qui est juste au-dessous de justement cette jonction iléosécale. Le cécum, c'est un diverticule du côlon droit. Un diverticule, c'est comme une petite poche. Et ensuite, vous avez un diverticule du coup, c'est l'appendice vermiforme. En gros, le cécum, c'est un diverticule du côlon, et l'appendice, c'est un diverticule du cécum. Ensuite, on va voir que notre côlon, il possède plusieurs parties. On a notre côlon ascendant, avec ici du coup un angle colique droit ou angle colique hépatique, vu qu'il est sous le foie, un côlon transverse et du coup un angle hépatique gauche ou angle splénique, vu qu'il est sous la rate, un côlon descendant, un côlon sigmoïde en forme de sigma, et puis après on verra le rectum, mais c'est une autre partie. Vous voyez que l'angle hépatique, donc colique hépatique, est plus bas que celui qui est splénique, parce qu'en fait le foie, il va avoir tendance à écraser cette partie-là, du coup notre angle sera plus bas. On va avoir aussi des extensions de péritoine qui sont ces cornes épiploïques, c'est ce qui est en violet là, et qui va venir attacher nos angles à la paroi. Il faut retenir aussi cette petite portion là de schéma, elle est importante à retenir. On va avoir ce qu'on appelle des ténias sur notre côlon. C'est ce qui va le différencier en fait de l'intestin grêle. On va bien voir la différence visuelle. Nos ténias, c'est des condensations de la couche longitudinale externe. Elle n'est pas plus épaisse, hein, elle est plus condensée. On a 3 ténias, c'est ce que vous voyez en orange plus foncé là. 3 ténias qui vont se réunir au niveau de l'appendice. Donc en fait, ça c'est un petit rajout de ma part, mais que le prof a dit en cours en présentiel. En fait, quand vous voulez opérer d'une appendicite, vous incisez, mais vous ne trouvez pas forcément l'appendice là où vous avez ouvert. Parce que suivant les personnes, elles ne se retrouvent pas forcément au même endroit. Donc en fait, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on prend notre côlon et on tire jusqu'à ce qu'on voit que nos ténias se réunissent à un endroit. Et là où ils se réuniront, c'est notre appendice. Donc ça nous permettra de bien savoir où on est. Donc voilà, les ténias convergent au niveau de l'appendice. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle des bosselures ou des ostrations. Ça, c'est tout le long de notre côlon et c'est des dilatations en fait qui sont assez régulières. On va débuter le foie. Accrochez-vous bien parce que c'est vraiment la partie la plus technique, je pense, du cours sur le digestif. Après, je vous promets, il restera que le rectum et ce sera fini. Ok, donc notre foie, il a plusieurs rôles. D'abord, c'est épurer le sang qui provient des veines intestinales. En fait, parce que ce sang, il est rempli de nutriments qui ont été absorbés et du coup, il faut l'épurer. Il faut fabriquer aussi les éléments de l'hémostase du sang. Et faut stocker l'énergie sous forme de glycogène et faut synthétiser la bile. Mais là, on va voir ce qu'on appelle le système porte, dont la veine porte au niveau de notre foie. Parce qu'on a plusieurs systèmes porte dans notre organisme, on le reverra plus tard. Mais là, on va s'intéresser à celui hépatique. Donc en fait, vous avez votre anse intestinale, là, donc vous avez vos nutriments qui passent. Vous avez d'abord une vascularisation artérielle qu'on a vue, la vascularisation de l'intestin. Puis en fait, il faut bien récupérer tous ces nutriments. Donc on va avoir les veines intestinales qui vont se réunir pour former la veine porte. On va le revoir cette réunion après dans le pédicule hépatique, ne vous inquiétez pas. La veine porte, elle va se déverser du coup dans notre foie. Puis ensuite, notre foie fait son job et la veine cave inférieure va venir en fait récupérer le sang veineux du foie.
Notre foie, il a une morphologie un peu particulière. Enfin, il est forme ovoïde, si on le coupe comme ça. Il se moule à la coupole diaphragmatique, comme ceci, et la coupole diaphragmatique droite, du coup. Il est dur quand même au toucher, il a un aspect marron et brillant qui lui est donné en fait parce qu'il a une capsule qu'il recouvre, c'est la capsule de Glisson, ou Glissone. Ça permet de maintenir le parenchyme hépatique en place, quoi. En fait, si on déchire cette capsule, on va avoir vraiment énormément de saignements. Son extrémité droite, elle est large et arrondie, tandis que son extrémité gauche, elle est plus effilée. Maintenant, on va voir une vue antérieure, une vue inférieure, et sur les autres diapos, on verra une vue postérieure pour bien comprendre comment s'organise notre foie. Donc, on va voir ce qu'on appelle le ligament falciforme sur une vue antérieure. Le ligament falciforme, c'est un accolement de deux feuillets de péritoine viscéral. Il est tendu entre le diaphragme thoraco-abdominal en haut. En bas, on a le ligament rond. En avant, on aura notre paroi abdominale. Et le foie en arrière. Ce sont les quatre insertions, entre guillemets, du ligament falciforme. Ça va nous permettre de différencier deux lobes, enfin de distinguer deux lobes, un lobe droit qui est à droite du ligament falciforme et un lobe gauche qui est à gauche du ligament falciforme. On va avoir aussi ce qu'on appelle le ligament rond ici que vous voyez. Lui aussi c'est un accolement de deux feuillets de péritoine viscéral qui lui est tendu entre le sillon ombilical du foie, c'est ici, on le voit bien sur une vue inférieure, et l'ombilic, notre nombril. Maintenant, on va s'intéresser à notre vue inférieure. On voit beaucoup plus de choses quand même. On aura notre vésicule biliaire qui sera appendue à cette face inférieure du foie. Ensuite, on aura ce qu'on appelle notre île ou pédicule hépatique. Là, on considère que c'est la même chose, le île et le pédicule. Après, je vous montrerai qu'il faudra bien le distinguer. On a donc tout ce île, il se situe donc au centre de notre foie, sur une vue inférieure. On a la veine porte ici, l'artère hépatique et la voie biliaire. On a plusieurs sillons. On va voir le sillon ombilical qui est le prolongement du ligament rond sur la face inférieure du foie. On a aussi le sinus veineux d'Arantius, il faut retenir les noms propres, hein, qui est le prolongement postérieur du sillon ombilical et qui se dirige vers la veine cave inférieure. Puis derrière, on a la veine cave inférieure qui passe en arrière du foie. Grâce à tous ces éléments, on va pouvoir distinguer du coup quatre lobes. Le lobe droit qui est à droite du pédicule hépatique. On va avoir notre lobe gauche qui est à gauche du pédicule hépatique et qui est plus effilé, on l'a vu. Ensuite, on va avoir notre lobe carré qui est délimité par le sillon cystique et l'insertion de la vésicule biliaire à droite, par notre sillon ombilical à gauche, ici, et par notre sillon hilaire, c'est ce qu'on appelle en fait la limite antérieure du pédicule hépatique. Donc ça c'est la limite en arrière du lobe carré. On va aussi avoir le lobe caudé qui est lui en arrière du pédicule hépatique. Maintenant on va voir la vue postérieure de notre foie. On arrive toujours à distinguer quatre lobes. Le lobe gauche qui est à gauche de la veine cave inférieure. Là, vous voyez bien que les sens ne sont pas inversés vu qu'on est sur une vue postérieure. Vous ferez la représentation dans votre tête, mais c'est logique. Et notre lobe droit qui est à droite de la veine cave inférieure. On va voir aussi en fuite
le lobe codé et le lobe carré. Lobe codé ici, lobe carré là. Donc, si on peut faire un petit récap, on voit que dans notre vue antérieure, on arrive à observer deux lobes, lobe droit, lobe gauche, de chaque côté du ligament falciforme. Sur une vue inférieure, on arrive à distinguer quatre lobes, droit, gauche, carré, codé. Et sur une vue postérieure, on arrive à distinguer quatre lobes en tout, deux lobes qu'on arrive bien à voir, c'est-à-dire le lobe gauche et le lobe droit, et deux autres lobes, le codé et le carré, qui sont en fuite. Ça, c'est pas très compliqué non plus. Maintenant, on va parler de la segmentation fonctionnelle du foie, parce que là, on a fait une segmentation sous forme de lobe qui est morphologique. C'est-à-dire, c'est sur la forme qu'il a, sur ce qu'on peut observer. Et la segmentation fonctionnelle, elle est vraiment différente. Là, je vais vous lire ce dont a parlé le prof. C'est que la segmentation fonctionnelle et morphologique n'est pas la même. C'est grâce au chirurgien français Claude Quinault qui amène la chirurgie du foie vers 1950 qu'on a pu faire la distinction. Avant ça, le foie était considéré comme un organe intouchable car dès qu'on ouvrait le péritoine, il y avait un saignement incontrôlable qui était déclenché. Parce qu'en fait, la segmentation morphologique, c'est grâce au ligament falciforme, à la veine cave, tout ça. Mais en fait, la segmentation fonctionnelle, c'est de quelle manière est irrigué notre foie. Et une fois qu'on connaît bien cette segmentation fonctionnelle, on peut l'opérer sans déclencher des gros saignements, parce qu'on connaît bien cette irrigation, on sait bien quel objet vasculaire on ne doit pas toucher. Donc, ça vous n'êtes pas obligé de le retenir par cœur, ma petite explication, mais retenez bien que segmentation fonctionnelle et morphologique, ça n'est pas du tout la même chose. Donc, on va avoir notre veine porte qui arrive et elle va se diviser en deux branches portales. La branche portale droite et la branche portale gauche. Cette même branche portale droite, pour commencer, elle va se diviser en deux veines, la veine latérale droite et la veine paramédiane droite. La veine portale gauche, elle va se diviser en veine latérale gauche et en veine paramédiane gauche. Et on va avoir ce qu'on appelle ici le récessus veineux de Rex qui se termine en regard du ligament rond du foie au niveau du sillon ombilical. On l'a vu tout à l'heure. Donc morphologiquement, on va distinguer ce qu'on appelle des lobes grâce aux éléments qu'on a vus, aux éléments visibles. Et grâce à cette segmentation fonctionnelle, on va distinguer des foies. Foie gauche, foie droit. Et on va voir juste après comment sont divisés ces foies. On va voir une partie clé du cours sur le foie. C'est justement cette segmentation fonctionnelle. Il faut bien comprendre qu'on va séparer notre foie en foie droit et foie gauche, grâce à notre scissure porte principale qui est une ligne imaginaire qui va du bord droit de la veine cave jusqu'au fond de la fossette cystique. Même si on dit que c'est une ligne imaginaire, en réalité, si on clampe par exemple la veine portale droite, comme on a vu là, ce côté-là, le foie droit va venir se décolorer et donc on verra bien la différence entre notre foie droit et notre foie gauche. Ensuite, on a d'autres scissures. On a la scissure porte droite et la scissure porte gauche qui va nous aider aussi à délimiter ces secteurs. On a le secteur latéral droit qui est à droite de la scissure porte droite et qui est constitué de segments, du segment 6 et du segment 7. Ensuite, on a notre secteur paramédian droit qui se situe entre la scissure porte principale et la scissure porte droite. Il contient les segments 5 et 8. Ensuite, là on passe à notre foie gauche.
on a le secteur paramédian gauche qui se situe entre la scissure porte principale et la scissure porte gauche. Il est constitué des segments 4 et 3. Attention, gare à vous, le segment 4, il est dans le foie gauche, parce qu'il est à gauche de la scissure porte principale, mais il est dans le lobe droit, parce qu'il est à droite du ligament falciforme. Donc vous voyez, il est dans le lobe droit pour la segmentation morphologique, mais il est bien dans le foie gauche pour la segmentation fonctionnelle. Ensuite, on reprend nos secteurs. Vous avez le secteur latéral gauche qui est à gauche de la scissure porte gauche et qui comprend le segment numéro 2. Sincèrement, retenez le schéma par cœur et comme ça après en QCM vous saurez faire bien les classer, bien les organiser dans votre foie, parce que si vous retenez juste des phrases, je sais pas comment fonctionne votre mémoire, mais c'est plus compliqué je pense de retenir des phrases plutôt que de retenir par cœur le schéma. Maintenant, on va voir nos veines sushépatiques, nos veines au-dessus du foie. On a la veine hépatique droite qui se projette au niveau de notre scissure porte droite. On a notre veine hépatique médiane qui se projette au niveau de notre scissure porte principale. Et on a notre veine hépatique gauche qui se projette au niveau de notre scissure porte gauche. Il faut savoir que la veine hépatique médiane et la veine hépatique gauche ont un tronc commun. Et puis après, elles se jettent par ce tronc dans la veine cave inférieure. Donc si on se refait un peu le trajet du sang. Notre trajet du sang, il fait les veines intestinales, veine porte qui va rentrer là dans notre foie, parenchyme hépatique, va faire, comme je disais tout à l'heure, le foie fait son job. Ensuite, on va avoir nos veines sushépatiques qui vont récolter ce sang, puis veine cave inférieure et enfin le cœur. On va voir que notre foie doit être solidement attaché aux structures environnantes pour éviter de bouger dans la cavité abdominale. Donc on va avoir des attaches qui sont essentiellement péritonéales et vasculaires. On va commencer par se dire qu'on a 3 moyens de fixité principales. C'est le ligament falciforme, le ligament transverse de la veine cave inférieure et nos veines sushépatiques. On va détailler tout ça. Notre ligament falciforme, il est en forme de faux entre, on l'a vu tout à l'heure, le diaphragme thoraco-abdominal au-dessus, le ligament rond en bas, la paroi antérieure de l'abdomen en avant et le foie en arrière. Il va donner ce ligament 2 feuillets. On a vu que c'était la réunion de 2 feuillets de péritoine viscéral. Il y a un feuillet droit et un feuillet gauche. Notre feuillet droit, il va venir se tendre sur... Parce que ça, en fait, en orange, vous voyez que c'est notre diaphragme thoraco-abdominal qui est tracté. Mais donc, notre feuillet droit, il va venir se tendre, il va être adhérent à la face inférieure de notre diaphragme thoraco-abdominal. Il va, ce feuillet droit, ensuite passer au niveau de la face postérieure de notre foie. Il va faire ça, puis il va passer en avant de notre veine cave inférieure. Là, vous voyez des pointillés, vous avez l'impression que c'est en arrière. Mais vu que c'est une vue postérieure, en réalité, l'avant est en avant, logique. Donc en fait, il passe bien en avant de la veine cave inférieure. Je suis désolée si c'était pas compréhensible, l'histoire d'en avant, en arrière, mais essayez de visualiser. Ensuite, il fait ce trajet-là et il va venir entourer notre pédicule hépatique. Il va l'entourer, puis ensuite, il va finalement rejoindre la face antérieure du foie au niveau du ligament rond. Ok, ça c'était pour le feuillet droit. Maintenant, le feuillet gauche, c'est le même principe. Pareil, il se tend
il adhère à notre diaphragme thoraco-abdominal. Il va aller en arrière, comme ceci. Il va cette fois longer le pédicule hépatique, en revanche, sans l'entourer. Juste, il le longe et il va finir par rejoindre, pareil, le ligament rond en antérieur. On va voir que à la face postérieure, on va avoir ce qu'on appelle des lignes de réflexion de notre péritoine qui vont former des ligaments triangulaires. On a le ligament triangulaire gauche, le ligament triangulaire droit. Et l'association du ligament triangulaire droit plus du ligament triangulaire gauche, ça va former le ligament coronaire parce que il est en forme de couronne, entre guillemets, autour de au niveau de la face postérieure de notre foie. C'est bon, et c'est ce ligament coronaire, du coup, le principal moyen de fixation du foie, ce qui va bien le maintenir, comme on a vu. On a ce qu'on appelle aussi l'aéranuda, c'est une zone dénuée de péritoine à la face postérieure du foie. On va voir aussi, petit aparté sur le ligament coronaire qui va se poursuivre en avant, par le ligament falciforme et il se prolonge à la face inférieure par le péritoine qui va entourer le pédicule hépatique et il va donner ce qu'on a vu au début, c'était le petit omentum. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on l'a vu dans la première partie. C'était cet omentum qui se prolongeait, enfin qui se tendait entre notre foie et la petite courbure de notre estomac. Maintenant, on va voir le ligament transverse de la veine cave inférieure. Il passe en pont, en arrière de la veine cave inférieure et il va du lobe droit, vers le lobe gauche. Tout simple. Maintenant, on va voir nos veines sushépatiques. Elles sont ancrées en fait dans notre parenchyme hépatique, donc en fait elles vont les maintenir. Moi je me faisais un peu une image, c'est un peu comme 3 doigts dans une boule de bowling. Ils vont les crocheter entre guillemets et permettre de bien maintenir notre foie. Donc notre foie c'est la boule de bowling et les veines sushépatiques c'est nos doigts. Ces veines, elles se drainent donc dans la veine cave inférieure. On l'a vu, on a vu que la veine sushhépatique médiane et gauche, elle se réunissait dans un tronc commun à la face antéro-gauche de la veine cave inférieure. Et puis, notre veine droite, en fait, elle s'abouche, elle, directement dans la veine cave inférieure. Mais on l'avait vu dans la diapo juste avant. Donc, normalement, c'est tout frais dans votre tête. Donc, le pédicule hépatique, c'est le lieu où se rassemblent tous les éléments qui vont entrer et sortir du foie. C'est cette convergence, entre guillemets, ce rassemblement d'éléments. Si on doit donner une projection cutanée de notre pédicule hépatique, c'est au niveau du point de Murphy. Je vous avais parlé dans la première vidéo du point de McBurney. C'est le point où se trouve notre cécum, notre appendice, notre jonction iléo-cécale. À pas confondre justement, le point de McBurney se situe à peu près là, avec le point de Murphy. Donc retenez bien qu'il y a plus de 2 points. Point de Murphy, c'est là où se trouve le pédicule hépatique. Il est à l'intersection entre le bord externe du muscle grand droit de l'abdomen et du bord inférieur du auvent costal droit. Et vous avez donc ici le point de Murphy. Ensuite, on va voir un peu la description du pédicule hépatique. Nos éléments fonctionnels du pédicule vont se trouver ici. On a en arrière notre veine porte qui amène le sang vers le foie pour être filtré. À gauche, on a notre artère hépatique propre et en avant à droite, donc en avant à gauche, artère hépatique propre, en avant à droite, nos voies biliaires qui vont permettre l'excrétion de la bile par le foie. Maintenant, on va voir un peu plus en détail. On va voir d'abord les éléments veineux. Donc, on a notre veine porte ici.
On va détailler un peu ce qui se passe avant. On a notre veine mésentérique supérieure qui draine le sang de l'intestin grêle et du côlon droit. Notre veine mésentérique inférieure qui draine le sang du côlon gauche et du rectum. Puis on a notre veine splénique qui draine le sang de la rate. Ces trois veines, elles vont se réunir pour former ce qu'on appelle la veine porte. Et le tronc de la veine porte, il va passer en arrière de l'isthme du pancréas. Et son trajet, il est oblique vers le haut et la droite. À un moment donné, notre veine porte, elle va se diviser en deux branches. On a vu la branche portale droite et la branche portale gauche. La branche portale droite, elle va continuer dans l'axe de la veine porte. Vous voyez, c'est un seul et même axe. Tandis que la branche portale gauche, elle va partir à 90 degrés vers le foie. Maintenant, les artères, enfin l'artère. On avait vu vers l'étage de l'estomac qu'on a le tronc cœliaque qui va donner trois artères, dont une qui est l'artère hépatique commune, qui va donner l'artère gastro-duodénale, puis l'artère hépatique propre, qui va nous donner une artère hépatique gauche et une artère hépatique droite. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on va voir notre voie biliaire. Donc, on a vu qu'on avait la voie biliaire droite, la voie biliaire gauche. Ils vont se réunir au niveau de la convergence biliaire supérieure. Ça va former la voie biliaire principale. Conduit cystique. On a ici, pareil, une convergence biliaire inférieure qui va donner le canal cholédoque. Ça, on l'a vu dans le bloc duodéno-pancréatique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un schéma récap sur ma fiche qui fera bien zizir parce que ce sera beaucoup plus simple à apprendre, même si là je vous avoue que c'est pas non plus la croix et la bannière. Maintenant, enfin dans la diapo d'après, on va voir la segmentation de ce pédicule hépatique parce que c'est important de le différencier et ça peut tomber bien à l'examen. Alors attention, je vous mets en garde, il faut bien différencier le terme de île et de pédicule, même si le prof est un peu ambigu, utilise souvent les mêmes mots pour parler de choses différentes. Donc le île, c'est bien le lieu de pénétration des éléments dans le foie, alors que le pédicule, c'est le lieu de rassemblement de ces éléments. Bien faire la distinction en réalité, parce que c'est pas la même chose. Donc on va séparer notre pédicule en trois étages. Étage supérieur, étage moyen, étage inférieur. L'étage supérieur, il est aussi appelé étage hilaire. C'est le lieu de division et de convergence. Division, parce qu'ici on a par exemple la veine porte qui se divise, l'artère hépatique propre qui se divise, et de convergence, parce qu'on va dans ce sens pour le trajet biliaire. Donc c'est les conduits biliaires, droite et gauche, qui vont converger. Donc ici on a la convergence biliaire supérieure, et ben c'est l'étage supérieur, c'est la limite inférieure de la convergence biliaire supérieure. Concentrez-vous, peut-être écrivez la phrase pour bien comprendre. On retrouve les voies biliaires hépatiques droite et gauche. Ensuite, on a notre étage moyen, c'est appelé l'étage pédiculaire parce que c'est le pédicule à proprement dit. C'est ici que les éléments se regroupent. C'est la limite, en fait, on a la convergence biliaire supérieure ici et la convergence biliaire inférieure, c'est les limites de cet étage moyen. On a dans cet étage moyen notre conduit biliaire principal et on trouve ce qui est très important et que je vais réexpliquer après, c'est le triangle de Callot. Ici. Je finis de détailler l'étage inférieur et je reviens là-dessus. L'étage inférieur, on a un autre triangle, c'est le triangle interportocholédien, ici, qui est formé par l'écartement entre le canal cholédoque et la veine porte. On retrouve notre canal cholédoque du coup, et on retrouve également notre veine porte qui se forme en regard de l'isthme du pancréas, toujours on a bien retenu en arrière de l'isthme. Maintenant notre triangle de Callot.
il est formé par, au-dessus, notre artère cystique qui provient soit de l'artère hépatique propre, soit de l'artère hépatique droite. Ça dépend. Ça dépend des individus. En dedans, elle est limitée par la voie biliaire principale et en dehors par le conduit cystique ou le conduit biliaire accessoire. Il porte aussi ce nom-là, le conduit cystique. On a fini avec le foie, on passe maintenant au rectum. On va parler maintenant du rectum. Donc il fait suite au côlon sigmoïde. Je vous détaille pas le cadre osseux là dans lequel il se trouve, parce que c'est écrit sur ma fiche et les tutrices de petits bassins sauront beaucoup mieux vous le détailler que moi. Donc notre rectum, il est constitué de deux parties. On a un rectum pelvien, qui est aussi appelé ampoule rectale, parce qu'on a une grosse dilatation qui s'appelle l'ampoule rectale, justement, où est contenue les matières fécales entre chaque défécation. Ensuite, on a ce qu'on appelle entre les deux rectums, on a un cap anal qui fait 110 degrés vers l'arrière. Puis après, on a le rectum périnéal, ou appelé canal anal. Ce cap anal, cet angle, il existe grâce à un muscle qu'on appelle le levator ani, ou élévateur de l'anus, qui va en fait tirer, qui va faire une trombe, qui va tirer notre rectum vers l'avant et qui va permettre à cet angle d'exister. Sans cet angle, on aurait des problèmes de continence. On a au niveau de notre rectum périnéal, on a aussi des fibres musculaires striées et lisses qui vont permettre la continence et le stockage des matières fécales dans le rectum, mais on va le revoir ici dans ce schéma bien détaillé. Donc, on a vu qu'on avait des ténias dans le côlon, et bien en fait, ils s'arrêtent ces ténias au niveau de la charnière recto-sigmoïdienne. Après, on n'en a plus des ténias. On va voir maintenant les couches de notre rectum. On a vu que dans le tube digestif, on avait plusieurs couches et on va les détailler au niveau du rectum. On a la couche muqueuse qui est très importante à connaître parce qu'il y a plein de choses à savoir. La muqueuse, elle est interne. On avait plein de villosités muqueuses au niveau de l'intestin pour permettre l'absorption des nutriments. Ces villosités, elles s'arrêtent au niveau du côlon parce qu'on n'a plus besoin d'absorber les nutriments. Au niveau du côlon, on absorbe l'eau pour dessécher notre contenu digestif. Donc, au niveau du côlon, plus de muqueuse, enfin plus de plis muqueux, pardon. Et voilà. Ensuite, on a au niveau de cette muqueuse qu'on appelle des valvules rectales. On en a en général 3, même si ça peut un peu varier. Et elles participent aussi à la continence. En fait, c'est ça que vous voyez, les valvules rectales. C'est des plis muqueux. Voilà. Ensuite, on va voir des lignes au niveau de notre rectum et des zones qui sont vraiment à connaître. Vous avez la ligne anorectale ici, qui a la jonction entre notre rectum et notre canal anal. Ensuite, on va voir que notre muqueuse va arriver en bas, ici, pour former ce qu'on appelle les colonnes de Morgani. C'est des genres de plis muqueux. Et cette zone, du coup là on a les colonnes, c'est la zone columnaire, d'où le nom columnaire, colonne de Morgani. Ensuite on a la ligne pectinée, qui elle est formée par l'union du bas des colonnes de Morgani. Et suite à cette ligne pectinée, on a la zone de transition, parce qu'on va passer d'une muqueuse qui est glandulaire, au niveau du rectum, vers petit à petit une muqueuse épidermoïde qui parce que cette zone-là, elle va être recouverte par l'épiderme, la peau du périnée. Donc là, c'est la zone vraiment de transition, ici, entre la ligne pectinée et la ligne anocutanée. Maintenant, parlons de la ligne anocutanée. On n'a pas vraiment de choses à préciser sur elle, mais il faut dire qu'elle fait suite à la zone de transition
Et après, on a ce qu'on appelle la marginale qui, elle, fait suite à la ligne ano-cutanée. On va voir maintenant la sous-muqueuse qui est en bleu clair ici. Comme sur tout le tube digestif, la sous-muqueuse, en fait, il y a principalement dedans nos vaisseaux, artères, veines et lymphatiques. Et ici, c'est un peu particulier au niveau du rectum parce que c'est dans cette couche-là qu'on va former nos plexus hémorroïdaires. Un plexus, c'est formé lorsque on a de nombreuses veines qui vont se multiplier et qui vont fusionner, qui vont s'anostomoser entre elles. On a nos plexus hémorroïdaires supérieurs qui sont en regard des colonnes de Morgani et leur drainage va se faire au niveau du système porte. Ensuite, on a nos plexus hémorroïdaires inférieurs qui sont situés un peu plus bas, eux en regard de la zone de transition et surtout plutôt au niveau de la ligne ano-cutanée. Leur drainage va se faire vers les veines iliaques, mais du coup vers le système cave. Je retenais comme moyen mémo, supérieur, dans une maison, la porte elle est en haut et la cave elle est en bas. Donc je retenais supérieur, porte, inférieur, cave. Donc voilà. On va voir maintenant la couche musculeuse. Ici, on a la musculeuse interne circulaire et ces fibres vont s'épaissir au niveau des colonnes de Morgani pour former ce qu'on appelle le sphincter lisse de l'anus. Retenez bien que c'est lisse. Et ce sphincter va donner une pression constante pour la continence digestive, la continence rectale. Ensuite, on a notre couche musculaire externe longitudinale. Elle va à la fin s'éparpiller, on dit, pour fixer l'ensemble et surtout pour fixer en fait nos plexus hémorroïdaires. Cette couche, elle va donner ce qu'on appelle, ici on va voir, le ligament de Parks ou corrugator ani, c'est la même chose, c'est le muscle abaisseur de la peau de l'anus. C'est ce muscle-là qui régule le pais. Donc, en dehors de tout ça, il y a le sphincter strié qui va se contracter. Le sphincter strié, c'est là où vous voyez écrit 1, 2, 3. C'est en marron là. Qui va se contracter sous l'effet de la volonté, lui. Donc, on a 3 faisceaux. C'est ce que je vous ai dit là, le 1, 2, 3 sur le schéma. C'est un muscle qui est circulaire et qui va entourer notre canal anal. Donc il se contracte, comme je vous l'ai dit, volontairement et il est relié, ce sphincter-là, au muscle élévateur de l'anus, comme on a vu, le levator ani. On a vu que c'était lui qui permettait d'avoir ce cap anal de 110 degrés. Donc vous devez bien retenir toutes ces lignes, tous ces muscles, parce que ça peut potentiellement tomber. Retenez bien les couches avec les valvules, les zones, parce que c'est tout ce qu'il y a à retenir au niveau du rectum. Voilà, le digestif est terminé. J'ai essayé d'aller quand même lentement aujourd'hui sur le foie et sur le rectum parce que c'est les parties qui sont un peu les plus compliquées dans le digestif où il y a beaucoup de notions à intégrer. Là pour la pré-rentrée je vous ai épargné les pathologies, mais ça je vous l'ai déjà dit normalement dans la vidéo numéro 1. Les pathos, je vous mettrai quand même pour la tuto rentrée sur le forum normalement la fiche où il y aura écrit il y aura les pathos dessus, elles seront encadrées en bleu. Ça pour le début, ne les apprenez pas. Je vous le mets quand même parce que si vous voulez le lire, c'est quand même intéressant, ça explique, ça permet de comprendre parfois l'organisation normale de votre tube digestif. Mais pour les premiers EB, du moins le premier, je ne mettrai pas les pathos. Je mettrai que ce dont j'ai parlé normalement dans la vidéo. Donc pas d'inquiétude. Et j'espère que ça vous a plu parce que c'est un cours qui est quand même assez ludique et j'espère que je vous ai bien expliqué. Dans tous les cas, posez-moi toutes vos questions sur le forum, on répondra, mes co-tutes et moi, au maximum de questions le plus rapidement possible.
Et voilà, profitez bien de votre tutre rentrée et on se retrouve très bientôt.